Olivier Morel, rebonjour. Bonjour Patrice. Parce qu'on avait déjà parlé de ce formidable livre Au-dessus des horizons verticaux aux éditions La Joanie, un polar. Mm. En un mot, on peut dire que voilà, il y a des gens qui disparaissent, qui sont tués, parfois se suicident, ou enfin on a l'impression qu'ils se suicident. Et ils ont un point commun, je crois qu'on peut dire ça, c'est qu'ils sont tous des gens peu recommandables. C'est des tueurs à gages. Ouais. Ces tueurs à gages qui se font tuer. Ouais. Donc, juste retour des choses peut-être. Alors, est-ce que c'est un juste retour des choses ou pas? Ça, c'est Voilà, tout le livre c'est ça. qui va nous le dire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça chez vous de justicier? Est-ce que vous auriez eu envie parfois, je ne sais pas, si vous voyez des gens qui ont commis des actes horribles, d'être justicier au fond, de dire, écoutez, faut y aller. j'ai passé 22 ans au ministère de la Justice. Ministère de la Justice. J'ai changé de ministère, aujourd'hui je suis au ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de la Police. Bon, je pense que probablement mon parcours professionnel parle pour moi, quoi. Mais justement, quand on applique la loi, puis ça peut arriver souvent, ou pour des juges, et peut-être plus souvent encore pour des policiers, on a parfois l'impression que la loi est un peu impuissante ou que les procédures sont telles que beaucoup de gens passent à travers les mailles du filet et parfois on a peut-être envie de faire les choses soi-même. Zach, qui est votre commissaire de police, un des héros, par moment, il a carrément franchi la porte. Il franchit la porte. Oui, oui. Pour ça que c'est de la fiction, je tiens à préciser, c'est de la fiction. Dans beaucoup de scènes, le policier lui-même ne respecte pas la loi, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de son évolution au fil de l'histoire. Mais effectivement, il y a tout un travail autour de cette notion de vengeance, quoi. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller pour venger quelqu'un que j'aime, que je sois flic ou voyou. Mais c'est vrai qu'au fond, on pourrait dire que la vengeance, c'est le thème principal de ce livre. Il y a donc ce policier, on avait raconté dans la première partie de cette émission, dont la fille a été enlevée. On ne peut pas raconter le reste, mais il y a aussi des gens qui veulent venger Bien sûr. d'autres disparus. Il y a ces tueurs à gages qui sont à leur tour tués. Donc c'est vrai que c'est un... Et il y a des vengeances pour... j'allais dire, pour diverses raisons, même à divers niveaux au fond. Hein. Et à un moment donné, il y a un dialogue entre deux personnages, et il y en a un qui dit à l'autre, est-ce que d'avoir tué ce mec, ce gars, ça t'a fait du bien? Est-ce que ça te soulage? Et la réponse, c'est non. C'est non. La vengeance, effectivement, souvent, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant, et finalement, l'histoire démontre qu'une vengeance en appelle une autre, et finalement, on n'est pas sur du soulagement, on est sur l'expression de pulsions violentes. Il y a aussi, alors on peut le raconter parce que la scène est tout à fait au début du livre, ça se passe au Nicaragua, je crois. Oui. Il y a un infiltré à qui on demande de tuer une femme et son enfant. Alors ça, c'est une vraie technique. C'est une technique qui est vraiment utilisée par les narcos sud-américains, les cartels mexicains ou colombiens, qui sont souvent pénétrés par des agents, ce qu'on appelle les agents undercover de la DEA américaine. Et bien évidemment, ils font faire ce type de test, c'est-à-dire assassiner des personnes innocentes, et non seulement des personnes innocentes, mais suffisamment symboliques pour que ça soit tellement horrible que si la personne tue, c'est qu'elle est suffisamment sincère et donc pas infiltrée. Et là, c'est une femme sans défense avec son petit bébé, quoi. Voilà, donc, effectivement, enfant, ils leur font tuer des femmes, des enfants, pour s'assurer qu'ils sont vraiment partie prenante de le cartel. Ils sont formés, je pense, ces gens qui sont infiltrés. Ils sont formés à quoi? On leur dit il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas vous faire repérer ou... Bon, il y a de la motivation, mais si vous voulez, un policier, quelqu'un qui travaille pour un service, y compris de renseignement, c'est quelqu'un qui psychologiquement est structuré normalement. On peut pas dire que mais c'est pas un tueur, a priori. Voilà, c'est pas des tueurs, c'est pas des psychopathes. Ouais. Les usages de l'arme sont effectués dans le cadre de la légitime défense. Donc, tuer quand même en soi, dans un contexte relativement froid, c'est quand même un symptôme d'un problème un petit peu de déséquilibre. Ouais. Le tuer n'est pas un réflexe humain normal. Pour se défendre, probablement, dans un cadre d'une réaction. Mais tuer froidement une femme et un enfant, derrière, il y a quand même une pathologie.
Mais ils ont un but, ces gens-là, que s'ils ont infiltrés, voilà, c'est de faire tomber Bien sûr, les réseaux, c'est etc. d'infiltrer le réseau. Est-ce que vous, dans votre carrière, vous êtes parfois posé la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Enfin, est-ce que je dois aller jusqu'au bout pour poursuivre le but que je dois faire ou m'arrêter parce que moralement c'est impossible? Alors là, je décris un phénomène qui est typiquement anglo-saxon. Ouais. La France a une approche de l'infiltration et du crime qui est un petit peu plus pragmatique, en tous les cas qui va nettement moins loin dans ce type de process et de meurtre. Mais effectivement, dans toute guerre clandestine ou dans tout travail d'infiltration, il y a toujours une part assez sombre. De risque. On a vu quand même, enfin vous avez raison que c'est plus anglo-saxon, mais chez les douaniers, avec les trafiquants de drogue, il y a aussi des... Bien sûr. Dans la réalité, enfin des en France, il y a un service qui s'appelle la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui fait justement de l'infiltration, y compris dans les pays sud-américains, pour infiltrer ces cartels, puisque nous sommes concernés indirectement, puisque les GOFAS passent en Guadeloupe, en Martinique, et donc on est concerné par ce type de trafic. Alors, je parlais du Nicaragua, mais le roman, il se passe à Paris, il se passe à Saint-Jean-de-Luz, Oui. il se passe à Versailles. À Versailles, il y a un passage, Un passage en Espagne. Un passage en Espagne, un passage au Maroc. Au Maroc. Dans une prison. Et puis au début, ça commence effectivement en 1945 par la chute du Troisième Reich. Du Troisième Reich, dans le bunker d'Hitler. C'est des lieux que vous connaissez? Alors, cela vous avez repéré? C'est quelque chose d'assez récurrent dans mes polars, c'est que tous les lieux que je décris, j'y étais. D'accord. Donc pour justement accentuer cet aspect visuel, pour que les gens arrivent à la fois sentir les odeurs, voir les images, c'est tous les endroits que je décris, ce sont des endroits où j'étais. La prison marocaine, même si je l'ai un petit peu romancée, voilà, donc c'est la prison de Rabat où j'étais. Donc voilà, c'est quelque chose. Vous avez été dans le cadre de mes anciennes attributions, puisque j'étais dans l'administration pénitentiaire. Oui. Évidemment, oui, quand vous décrivez des scènes de prison, on est censé penser qu'elles sont puisées à la bonne source. Quoi. C'est ça. on vous croit sur parole, si je peux dire. Oui. Il y a aussi, alors il y a Versailles, il y a la lanterne, notamment, qui était la résidence du Premier ministre, qui est aujourd'hui la résidence du Président de la République. Là aussi, vous y êtes allé Alors, pas directement, mais j'ai habité pendant 9 ans dans les Yvelines, donc j'ai habité à Bois d'Arcy, à Orgeval, et donc je me suis promené dans les bois autour du château de Versailles, et c'est un endroit que j'adore, donc alors, même si je n'ai pas été directement à l'intérieur de la lanterne, peut-être un jour. On sait jamais, vous êtes nommé, votre carrière de vie. Et Saint-Jean-de-Luz? Alors, Saint-Jean-de-Luz, j'y avais été de façon très épisodique. Et effectivement, ce qui m'avait marqué ce jour-là, c'est que tout le monde m'avait dit c'est très très beau, c'est très ensoleillé. Et comme de juste, ce jour-là, il pleuvait. Et c'est vrai que cette scène où on entend les drisses des bateaux taper sous le vent, avec la tempête tempête de l'océan, c'était exactement ça. Moi, je m'attendais à avoir du beau temps et je me suis retrouvé au milieu d'une tempête. On le disait la fois précédente, mais le roman est écrit avec des scènes très, très courtes, très visuelles. Ça vous plairait si quelqu'un disait tiens, je l'adapterais bien au cinéma? C'est quelque chose qui vous tenterait? Si je vous disais non, ça serait... il y a des écrivains qui disent non, surtout pas. Moi, j'ai fait bien ici, oui. La passion d'écrire une histoire, ça peut être une histoire lue ou une histoire vue. Alors, bien évidemment... je crois quel serait l'auteur pas seulement de polar, qui ne rêverait pas que l'histoire qu'il a pris 2 ans à écrire, c'est pratiquement le temps qu'on met, 1 an et demi, 2 ans pour écrire une histoire, un jour ne soit pas diffusée plus largement. Et puis ça doit être assez excitant de se dire finalement à l'image comment ça va rendre. Comment quelqu'un d'autre aussi voit mes personnages. Comment ça va rendre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ce souhait en alternant les scènes relativement courtes et relativement rapides. Et il y a des scènes d'action, des scènes psychologiques voilà, aussi. Ça permet d'alterner et puis de faire naître un petit peu le suspense pour arriver jusqu'à la libération finale. Mais c'est vrai que ça serait sympa de voir ça sur un film. Pour voir qu'est-ce qu'il choisirait comme acteur pour faire Zach Beckler. Vous les voyez, vos personnages, quand vous écrivez? Ah oui, carrément. Oui, vous voyez les scènes? Bien sûr. Ça fait partie, ça fait partie du travail
totalement préalable que de dire, voilà, tel personnage, il va ressembler à ça, ou telle femme va ressembler à ça. La manière de parler aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas la même manière de parler entre les deux policiers, où ils parlent de manière assez familière, et à un moment donné, il y a une scène où il y a le directeur de cabinet du président de la République qui parle avec le président, donc bien évidemment, c'est pas le... Oui, bien monsieur le président. C'est pas le même langage, donc voilà, il y a le langage de la vraie vie des flics, des policiers, et puis après, il y a le reste. Vous faites des fiches sur vos personnages ou... Non. Non. Non, en fait, je suis un peu hypermnésique et en clair, souvent ce qui se passe, c'est que les histoires, avant de les écrire sur l'ordinateur, je les écris dans ma tête en faisant en courant, quand je fais des footings, et donc c'est en courant que je déroule ce... Ah d'accord, oui, vous faites toujours du sport et... voilà, donc en courant, j'écris, ça me permet d'être dans ma bulle. Et puis des fois, je me dis, tiens, ça fait 2-3 heures que je suis parti, et puis bon, là, il est temps de... Mais il y a beaucoup d'écrivains, ou de scénaristes qui, soit ils courent, soit ils font du vélo, parce que c'est là que se débloquent les idées, paraît-il. Oui, après, si vous voulez, j'ai une autre technique, c'est que quand je suis plutôt de nature optimiste, joyeuse, même s'il y a des passages un petit peu durs. Pas toujours joyeux. Mais quand j'arrive quand je vais écrire un passage un petit peu angoissant ou un petit peu triste, la musique a aussi un effet assez intéressant sur moi, c'est-à-dire que même si je ne suis pas fatalement porté vers cette musique, mais si j'écoute Vous écoutez en écrivant? Si je veux me mettre dans un état d'esprit un peu triste, je peux écouter du Mylène Farmer, par exemple. Et les premiers albums. Les premiers albums, et après, voilà, je me mets dans cet état. Après, dans une ambiance. Quand je suis à la fin, que je veux faire des scènes un petit peu plus rapides, j'écoute ACDC ou des morceaux un peu rock'n'roll. Il faudrait publier la liste des... Il y avait des écrivains comme ça qui publient la liste des disques qu'on peut écouter. Petit scoop, les dernières séquences qui sont très hachées, très rapides, je les fais en écoutant probablement des meilleurs albums d'ACDC qui est Highway to Hell. Ah ben voilà, on a appris un peu maintenant, en plus ce qu'on peut écouter en vous lisant. Le livre s'appelle Au-dessus des horizons verticaux, c'est aux éditions La Joanie, et c'est donc d'Olivier Morel. Merci infiniment. Merci Patrice.